Si vous pensiez que le monde hellénique se limitait à la Grèce, laissez-moi vous présenter cet endroit magique que l'on appelle l'île d'Aphrodite. Gεια σας Theolus, je suis Stan Volk et bienvenue sur Hellenikos Cosmos. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire particulière et mouvementée de Chypre, cette île au large du Moyen-Orient et aux caractéristiques si spécifiques. Alors Chypre, qu'est-ce que c'est? Chypre est une île située à l'extrémité sud-est du continent européen, en mer Méditerranée, dans ce qu'on appelle le bassin levantin. Elle n'est distante que de 75 km des côtes turques et de 380 km des côtes grecques. Chypre est particulière du fait de sa situation politique. C'est en effet l'un des derniers pays au monde à être divisé en deux. Sa capitale, Nicosie, est la dernière capitale coupée en deux, ce qui n'est pas sans nous rappeler Berlin entre 1945 et 1989. Nicosie, elle, est divisée depuis 1974. Alors pourquoi ce pays à peine plus grand que la Corse est-il divisé en deux? Pourquoi est-ce que ce territoire concentre tant de tensions entre l'Union européenne, la Grèce et la Turquie? Eh bien pour le comprendre, il faut, comme toujours, regarder l'histoire. Les premières populations se sont installées à Chypre aux alentours de 11 000 avant Jésus-Christ. Toutefois, les premières traces de civilisation, avec les premières traces d'écriture, le linéaire A, sont datées de l'âge de bronze, c'est-à-dire entre moins 3800 et moins 1900. Si vous voulez en savoir plus sur le linéaire A, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la langue grecque. Durant toute l'Antiquité, Chypre devient un carrefour important pour le commerce entre les différentes civilisations de l'époque, hellénique, perse, égyptienne et autres. Indépendante jusqu'alors, Chypre devient un enjeu majeur pour les différentes civilisations à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ et sera au centre de conflits, principalement entre le monde hellénique et les Perses. D'abord sous domination perse, elle sera conquise par Alexandre le Grand en moins 333, avant de passer sous le giron égyptien après sa mort, suite au partage de son royaume. Pour rappel, l'Égypte faisait également partie de l'empire d'Alexandre le Grand et était, à cette époque, également hellénisée. C'est ensuite au tour des Romains de conquérir l'île et d'intégrer cette terre à l'empire. À partir de 45 après Jésus-Christ, l'île devient un des premiers territoires de l'empire à se christianiser. Suite à la séparation de l'Empire romain en deux en 395 après Jésus-Christ, l'île de Chypre passe sous la domination de l'Empire byzantin. Vous voyez qu'en ce qui concerne la préhistoire et l'Antiquité, Chypre suit à peu près le même schéma que bon nombre de territoires de la région à cette époque. D'abord indépendante, elle sera ensuite conquise par les grandes puissances de l'époque, perses, macédoniens, romains, byzantins, mais toujours en conservant sa culture hellénique. Pendant l'Empire byzantin, l'île sera conquise par Richard Cœur de Lion en 1191, suite à la troisième croisade, avant d'être vendue aux Templiers, alors que Guy de Lusignan devient roi de Chypre. Celui-ci donnera la ville de Limassol à l'ordre des Hospitaliers. C'est ce qu'on appelle la période franque, qui court jusqu'en 1489. Suite à divers manœuvres politiques, l'île devient vénitienne en 1489 jusqu'en 1571, et c'est à cette date que l'histoire va se complexifier. C'est en effet à partir de 1571 que l'île est conquise par les Ottomans. Cette dernière conquête marque le début de ce qui pose aujourd'hui la question de la souveraineté de Chypre et surtout explique pourquoi l'île est aujourd'hui coupée en deux. Nous avions évoqué l'hellénisation de l'île par Alexandre le Grand et depuis cette période, les habitants de l'île, malgré les nombreuses conquêtes depuis, n'ont cessé d'appartenir à cette civilisation. En atteste une continuité linguistique, culturelle et religieuse. Cependant, lors de la conquête de Chypre par les Ottomans, de nombreux soldats ottomans reçoivent des terres sur l'île et forment dès lors le noyau de la communauté musulmane qui grandira peu à peu avec parfois la reconversion de certains habitants afin d'échapper à ce qu'on appelle le haras, c'est-à-dire le double impôt pour les non-musulmans. En 1901, la population de l'île est à 77,1% de chypriotes grecs contre 21,6% de chypriotes turcs. Avec ces chiffres, nous apercevons dès lors la question chypriote contemporaine. Alors qu'au XIXe siècle, la question d'Orient occupe une place importante dans le domaine de la géopolitique entre les trois grandes puissances de l'époque, c'est-à-dire le Royaume-Uni, la France et la Russie, cette période verra naître une nouvelle Europe, un nouveau Balkan, redistribuant les cartes de la poussée des nationalismes sur la péninsule. Tandis qu'en 1834, l'État grec prend son indépendance sur le Péloponnèse, l'Attique, les Cyclades, l'île de Bé, les Sporades et la Grèce centrale, puis voit son territoire grandir en 1864
avec la cession des îles Ioniennes par le Royaume-Uni, tout en installant un nouveau souverain à la tête du jeune royaume, Georges de Glücksbourg. Et en 1881, à la conférence de Constantinople avec la Thessalie, l'Empire ottoman cède en 1878, à la conférence de Berlin, l'île de Chypre au Royaume-Uni. Ce dernier accepte de céder les îles Ioniennes au royaume de Grèce, d'abord pour légitimer la présence du nouveau souverain, mais surtout parce que la gestion de ces îles est coûteuse et n'est stratégiquement plus bénéfique pour le Royaume-Uni. En revanche, être positionné vers le Proche-Orient, territoire qui devient géopolitiquement important avec le canal de Suez, la présence proche des côtes de l'Empire ottoman, la future question de la Palestine qui deviendra protectorat anglais au début du XXe siècle, est une victoire stratégique pour les Anglais. En 1878, Chypre devient donc anglaise, du moins administrativement, puisqu'elle sera toujours incluse officiellement au territoire de l'Empire ottoman, jusqu'en 1914 où, suite à la déclaration de guerre entre la Triple Entente et la Triple Alliance, le Royaume-Uni annexera totalement l'île à son territoire. En 1931, une première révolte chypriote éclate sur l'île contre l'oppression anglaise. Cette révolte sera écrasée et une politique de terreur s'installe alors sur l'île. C'est ce qu'on appelle la palmérocratia. En 1950, un référendum est organisé à Chypre sur la question de l'union avec la Grèce, ou l'énosis. Mais c'est quoi l'énosis? Pour faire simple, l'énosis renvoie à ce qu'on appelle la grande idée, ou mégali idea en grec, qui est la politique grecque des affaires étrangères et qui avait pour but de réunir toutes les îles et, dans les projets les plus larges, tous les foyers helléniques historiques, parfois jusqu'en Anatolie, c'est-à-dire la Turquie d'aujourd'hui. Cette politique d'expansion a eu cours entre le début de la Révolution grecque en 1821 jusqu'à la grande catastrophe en 1922. Après 1922, l'énosis ne désignait plus que le rattachement de Chypre à la Grèce. Le résultat du référendum de 1950 est sans appel. 95,7% des Chypriotes grecs votent pour le rattachement de l'île à la Grèce. Cependant, le Royaume-Uni n'appliquera pas le résultat du référendum et criera au complot contre l'Église orthodoxe, organisatrice du référendum. En 1955, les Chypriotes grecs créent l'Ethniki Organosis Kyprion Agoniston, EOKA, ou en français l'Organisation nationale des combattants chypriotes, afin de prendre les armes contre l'occupant anglais. Contre cette organisation, les Anglais créant une milice chypriote turque, accentuant ainsi un peu plus les rivalités déjà existantes entre les deux communautés. La guerre d'indépendance de Chypre durera 4 ans, entre 1955 et 1959, date du début des pourparlers et des négociations lors du traité de Zurich, mettant fin à la guerre d'indépendance et effaçant toute prétention territoriale des Anglais sur l'île. Le traité prévoit également des garants du bon équilibre du pays, le Royaume-Uni, la Turquie et la Grèce. La République de Chypre devient donc officiellement indépendante le 1er octobre 1960. Après plusieurs centaines d'années d'occupation par des puissances étrangères, la petite île accède enfin à l'indépendance en 1960. On pourrait se dire alors que c'est la fin du calvaire, mais vous allez voir que les choses vont encore se complexifier. À partir de l'indépendance, la constitution adoptée par le jeune pays prévoit à la minorité turque présente sur l'île un poids politique important, de 30 à 40% des postes dans l'administration et la police sont réservés pour les Chypriotes turcs. Et ce, malgré le fait que ce soit un président chypriote grec qui a été choisi. Mikhail Christodoulou Mouskos, dit Makarios III, ancien partisan de l'énosis. Évidemment, cette présidence ne plaît pas du tout à la minorité turque et entre 1960 et 1963, les rivalités entre les deux communautés grandissent, usant sans cesse l'une comme l'autre de leur droit de veto pour bloquer toute réforme et prise de position ne plaisant pas à leur communauté. C'est ainsi que le pays se verra paralysé sur cette période. En 1963, afin de débloquer la situation, Makarios III propose une réforme de la constitution chypriote visant à baisser les avantages de la communauté turque sur l'île qu'il estime injuste. Cette décision, les Chypriotes turcs ne l'acceptent pas et en décembre 1963 éclatent des violences intercommunautaires partout sur l'île. Ces violences amèneront une nouvelle guerre civile sur le territoire entre les deux communautés en 1964. Ankara, dont les Chypriotes turcs sont très proches, en profite pour reprendre une ancienne revendication, le Taksim, c'est-à-dire la séparation de l'île en deux. Ainsi, une première vague de déplacement de population s'organise sur cette période, laissant apercevoir les résultats futurs de cette politique que nous connaissons aujourd'hui. En 1964, des nettoyages ethniques sont organisés par les deux communautés. La situation arrive à son point de rupture,
chaque communauté étant soutenue par sa patrie mère, la Grèce pour les Chypriotes grecs, la Turquie pour les Chypriotes turcs. La situation à Chypre n'est que la représentation à plus petite échelle de la rivalité entre ces deux pays. Les Chypriotes turcs, c'est-à-dire en réalité la Turquie, continuent leur politique de séparation des populations, faisant ainsi ressurgir le spectre de la grande catastrophe et de ses résultats, les échanges massifs de populations. Malgré des tentatives de médiation des États-Unis entre la Grèce et la Turquie qui se solderont toutes par des échecs, les casques bleus sont dès lors envoyés sur place pour maintenir la paix sur l'île. À partir de 1964, les représentants des Chypriotes turcs appliqueront la politique de la chaise vide afin de contester la politique menée par Makarios III. Entre 1970 et 1974, la politique de séparation des deux communautés continue. Alors on observe au lendemain de l'indépendance des tensions qui existent entre les deux communautés, avec même une lente séparation des populations qui s'étale sur 14 ans. Mais jusqu'à présent, l'île demeure administrativement unie et aucune séparation officielle n'a encore eu lieu. Voyons maintenant comment cette séparation est arrivée. 1974 représente l'année de la rupture du pays, le point de non-retour. C'est en effet en 1974 que l'opération Attila est lancée par l'armée turque. Entre 1963 et les années 70, comme dit précédemment, l'île subit des violences intercommunautaires. Sur cette période, Ankara décide de remettre au goût du jour une vieille politique appelée Taksim, qui suppose la séparation en deux de l'île, chaque partie hébergeant sa communauté. Makarios III, à l'heure actuelle président de la République chypriote, de facto de toute l'île et des deux communautés puisqu'aucune séparation n'a encore eu lieu, est un ancien partisan de l'Énosis, l'union au territoire grec. Cependant, il n'accepte pas qu'Athènes s'occupe autant de la politique chypriote. Car à cette période, la Grèce vit sous une dictature, appelée la dictature des colonels, suite à un putsch militaire organisé le 21 avril 1967 par un groupe de 3 colonels pour le rétablissement de la monarchie et soutenu par les États-Unis afin de contrecarrer les avancées communistes. Ce nouveau pouvoir grec va alors interférer de plus en plus dans la politique interne de Chypre. Ainsi, l'île voit les ingérences étrangères, c'est-à-dire grecques et turques, se multiplier. Les colonels envoient plusieurs généraux dans la garde chypriote afin de maintenir le contrôle, ce qui déplaît fortement à Makarios III. Ce dernier n'accepte pas l'Énosis tant que la dictature sera présente en Grèce. C'est ainsi qu'en 1974, alors que Makarios III exige le retrait des officiers grecs présents au sein de la garde nationale chypriote, Athènes organise un coup d'État afin de renverser Makarios III. De son côté, la Turquie, voulant toujours l'application du Taksim, s'empare de cet événement afin de justifier une opération militaire sur l'île. Ankara s'opposera à ce complot visant à rattacher l'île de force au territoire grec. Le 20 juillet 1974, Ankara lance l'opération Attila ou opération Paix pour Chypre. Les troupes turques débarquent sur le sol chypriote et occupent en 2 jours 3% de l'île. Il est souvent fait mention que Chypre a été envahie de façon rapide et en une seule fois. Or, il y a 2 opérations militaires en 1974. La première, Attila I, était une réponse directe au coup d'État qui a eu lieu 4 jours avant le débarquement. Mais cette opération débouche seulement par l'occupation de 3% du territoire et a été faite sous l'égide du traité de garantie signé en 1960 pour l'indépendance par le Royaume-Uni, la Grèce et la Turquie. Cette dernière applique donc le traité afin de protéger sa population et maintenir la paix. Mais une seconde opération militaire, appelée Attila II, sera organisée par Ankara du 13 au 16 août 1974. C'est cette opération qui mènera à l'occupation de 38% du territoire et à la séparation totale et définitive des deux communautés que nous connaissons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, 50 ans après l'opération Attila, l'île demeure coupée en deux. Au sud, les Chypriotes grecs, avec pour capitale le sud de la ville de Nicosie, et au nord, les Chypriotes turcs, avec pour capitale le nord de la ville de Nicosie. Notons que cette co-capitale est la dernière d'Europe et l'une des dernières villes coupées en deux dans le monde. Si des tentatives de négociation ont eu lieu ces 50 dernières années, toutes ont échoué et la situation semble toujours plus inextricable. La République de Chypre est membre de l'Union européenne depuis 2004 et l'ONU ne reconnaissant que la République de Chypre, Chypre du Nord n'étant reconnue que par Ankara, l'entièreté de l'île fait officiellement partie de l'Union européenne. Mais officieusement donc, seule la partie sud de l'île est effectivement rattachée à l'Union européenne.
Aujourd'hui, les tensions diplomatiques continuent, plus vives que jamais, et particulièrement avec les ZEE, les zones économiques exclusives, et la découverte de plusieurs sources d'hydrocarbures dans ces ZEE. Ankara a récemment envoyé des navires d'exploration dans les eaux de la République de Chypre du Nord, non reconnus par la communauté internationale, créant ainsi des frictions entre l'Union européenne, la République de Chypre et la Turquie. La Turquie a même signé un accord de prospection avec la Libye et bien sûr la République de Chypre du Nord, dénoncé par la Grèce, la République de Chypre, mais aussi l'Égypte. Voilà pour ce petit tour de l'histoire de Chypre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour être sûr de ne manquer aucune prochaine vidéo, mais également à laisser un j'aime en bas de cette vidéo. C'était Stan Volk, merci de m'avoir regardé. Sur ce, Nastekala.